Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous partons découvrir le village de Saint-Va-de-Longmont. Saint-Va compte 646 valmontoises et valmontois et se situe entre Verberie et Saint-Ine. Comme Saint-Ine, il est situé entre la rivière l'Autonne et le plateau du Valois appelé le Longmont. La commune de Saint-Va est très étendue et contient, pourrait-on dire, 4 quartiers. Le quartier de la rue d'en haut, le quartier de la rue du Fin, le quartier de l'église et le quartier des Clos et de la rue Châtelaine. Ce dernier quartier, situé au nord de la commune, est en partie limitrophe avec la commune de Verberie. La rue qui les sépare a la particularité d'être divisée en son milieu, portant un nom différent selon le côté où l'on se trouve. Rue Châtelaine côté Saint-Va et rue des Carrières côté Verberie. À l'ouest de la commune, la rue de Blois devient, à la hauteur du numéro 27, la rue Hippolyte-Paulin quand elle passe sur le territoire de Verberie. Depuis 1801, Saint-Va-de-Longmont faisait partie du canton de Pont-Sainte-Maxence, mais a été rattaché au canton de Crépy-en-Valois en 2014. Je dois aussi parler de l'Arc, chose que j'aurais dû faire dans ma vidéo de Béthisy-Saint-Martin, je m'en excuse de ne pas l'avoir mentionné avant. L'Arc, c'est l'agglomération de la région de Compiègne. La commune de Saint-Va-de-Longmont faisait partie d'une communauté de communes indépendantes, la CCBA, communauté de communes de la Basse-Autonne. 6 communes y étaient rattachées: Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre, Néry, Saint-Ine, Verberie et Saint-Va-de-Longmont. En 2017, la CCBA a été intégrée à l'Arc, faisant passer celle-ci de 16 à 22 communes. Saint-Va a eu pour nom Lotusus Montem en 870, qui signifiait, Lotusus voulant dire boueux, mont marécageux. Longus Mons Incol en 1201, puis Sancti Vedasti de Longo monté en 1202, Vedastus Longmont en 1302, Saint-Va-les-Verberies en 1377, Longmont-Saint-Va vers 1516 et Longmont en 1794. Le village a pris le vocable de Saint-Va, premier évêque de Arras et chargé de l'éducation chrétienne de Clovis, lorsqu'un prieuré à son nom a été construit avec l'église sur la commune. La paroisse de Saint-Va est une des premières qui a été formée dans le Valois. Son histoire est liée à celle de Verberie, commune voisine. Une ferme appelée la Boissière, située dans la plaine, appartenait au palais royal de Verberie. Elle soutint avec succès plusieurs sièges contre les Anglais et les Bourguignons sous le règne de Charles VI, occupé un moment par eux. Il fut repris en 1429, ainsi que d'autres places par Charles VII, accompagné de Jeanne d'Arc. Mais les Anglais s'en emparèrent de nouveau en 1430 sous le commandement du comte de Huntington. Les Français y rentrèrent peu après sous le commandement du maréchal de Boussac. Il ne reste plus aucune trace de ce bâtiment. Le château de Capy, belle propriété privée cachée dans son bois, est probablement du XIXe siècle. On ne connaît pas grand-chose de sa création, mais il a été, dès 1923, un camp de scouts et servait aussi pour les colonies de vacances. Il a été racheté par un particulier en 1987. Il fut durant un temps la propriété d'une riche américaine qui avait installé sur les 2 tours du château 2 horloges, une pour l'heure française et l'autre pour l'heure américaine. Durant la Seconde Guerre mondiale, Jean Jousselin, pasteur protestant, utilise le château de Capy, alors propriété du mouvement de scoutisme, pour y mettre à l'abri, à la fin de l'année scolaire 1943, 85 enfants juifs avec le soutien des habitants du village. Il a été reconnu juste parmi les nations en 1980. Allons découvrir l'église du village, l'église Saint-Va bien sûr. Classée monument historique en 1883, la construction a commencé vers l'an 1100. Elle était associée à un prieuré dépendant du prévôt d'Angicourt et de l'abbaye de Saint-Va. C'est une des dernières églises romanes de la région à ne presque pas avoir subi de transformation de grande ampleur. On peut dire familièrement qu'elle est dans son jus. L'église primitive, qui n'était sans doute pas la première en ce lieu, se composait d'une nef rectangulaire et non voûtée, d'une première travée de chœur aujourd'hui voûtée d'ogives, moitié moins large que la nef, et d'un chevet en cul de four comme à Béthisy-Saint-Pierre. Les premières modifications ont été l'ajout d'un bas-côté vers 1120-1130 et d'une chapelle au nord.
Puis, vers 1160-1170, le chevet initial a été détruit pour faire place au nouveau chevet en hémicycle. Au XVIe siècle, le bas-côté a été presque entièrement rebâti. Le porche, qui dissimule en partie le portail occidental, a été ajouté à une époque indéterminée. Ce portail, en anse de panier, est surmonté d'un quadruple archivolte et est d'une envergure assez importante. Le clocher octogonal, qui s'élève au-dessus de la première travée du chœur, est remarquable pour le décor raffiné des doubles baies sur chacune des faces des étages supérieurs. Ce clocher ressemble beaucoup à celui de Saint-Ine que nous avons vu récemment avec un étage en plus et les mêmes pyramidions. Au premier étage du beffroi, les baies ont été bouchées en 1669 pour des raisons de stabilité, sacrifiant ainsi l'esthétique du clocher. Ce dernier ne contient qu'une seule cloche datant de 1789, de 1 mètre de diamètre et pesant 541 kg. Elle se nomme Élisabeth. Elle porte l'inscription suivante. « J'ai été bénite par monsieur Étienne Augustin, l'évêque, curé de cette paroisse, et je me nomme Élisabeth. » L'an 1789, Guillaume Lecaux, marguillier. Le marguillier était une sorte de régisseur gérant les biens de la paroisse. L'intérieur est plutôt lumineux, malgré les petites fenêtres. Les deux du sud ont d'ailleurs été agrandis au XVIe siècle. Les murs enduits d'un lait de chaux contribuent à la luminosité de l'édifice. La nef est une simple et grande salle rectangulaire non voûtée percée de 4 arcades, parmi les plus anciennes de cette forme dans le département. Le bas-côté, simple avec son ancien dallage et quelques dalles funéraires effacées, mène à la chapelle de la Vierge. La base du clocher, au-dessus de l'autel, est délimitée par 2 arcades en plein cintre. Le nouveau chœur des années 1160, se terminant par une abside en hémicycle, est plus de style gothique que roman malgré les fenêtres en plein cintre. Dans le chœur, on peut voir 2 arcatures du côté sud et une du côté nord, où des bancs ont été installés pour les enfants de chœur. La chapelle de la Vierge est plus proche du style de l'abside primitive en cul de four des environs 1100 que celle du chœur actuel des 1160. On note que les fonds baptismaux se trouvent directement sous la deuxième arcade, ce qui est très inhabituel. Normalement, ils occupent la première travée des bas-côtés. Dans le chevet, on trouve un très bel autel surmonté d'un aussi beau retable. Il y avait autrefois un pèlerinage pour les enfants marchant difficilement. Les pèlerins devaient venir à l'église et poser la main sur le mouton de l'autel afin d'espérer la guérison. L'église compte 6 éléments inscrits au monument historique à titre objet. Quelques statues de Saint-Va et de la Vierge ainsi qu'une statue de bois de la Vierge provenant d'une poutre de gloire du XVIe et 2 bancs de fidèles. Le chemin de croix, que l'on peut admirer, a été réalisé par le peintre Fred Zeller au siècle dernier dans les années 60. Les tableaux ont été déposés au musée de l'archerie de Crépy-en-Valois et des copies ont été installées dans l'église. Chaque scène représente le village et l'église de Saint-Va. Je vous laisse admirer quelques autres éléments intéressants de l'église. Continuons la visite du village. Le monument aux morts se trouve dans le cimetière. Il y a 2 calvaires dans la commune, un pas loin du pont de Saint-Va et l'autre au bout de la rue Châtelaine en direction de la mairie. Il y a aussi 2 lavoirs, un encore visible et un dans une propriété privée. Il y a encore une ferme en activité dans le village. Il y a aussi la carrière Saint-Éloi où furent extraites depuis 1870 les pierres pour la construction du château de Compiègne, du barrage de Venette et de l'école militaire de Paris qui sont encore visibles. En venant de Saint-Ine à l'entrée de Saint-Va, on peut voir sur la gauche un pont. Et il est enfin temps pour moi de vous raconter l'histoire de ces vestiges que sont ce pont, le pont de Saint-Ine et le viaduc de Béthilly-Saint-Pierre que nous avons vu précédemment. Il s'agit en fait d'une ligne ferroviaire inachevée qui devait relier Aulnay-sous-Bois à Rivecourt. Elle a été décidée en 1901 dans le but de soulager les 2 itinéraires de la Compagnie des chemins de fer du Nord reliant Paris au nord de la France. Les travaux commencèrent en 1913. Ils ont été interrompus par la Première Guerre mondiale.
La reprise des travaux au lendemain de la guerre semble évidente pour les élus locaux, mais la Compagnie du Nord a d'autres priorités, notamment la reconstruction des tronçons durement touchés durant le conflit. En 1920, la Compagnie du Nord abandonne ce projet coûteux. En 1922, une manifestation est organisée durant laquelle est symboliquement inaugurée la ligne ferroviaire. Le Conseil général de Seine-et-Oise réclame de nouveau la reprise des travaux en 1929, mais malgré l'insistance des élus, le projet est définitivement classé en 1942. Plusieurs ponts édifiés en 1913 sont restés en l'état, notamment en Seine-Saint-Denis et au nord de la forêt de Pontarmé, et entre Saint-Ine et Verberie. Voilà, quand vous passerez devant ce pont, vous en connaîtrez l'histoire maintenant. Une anecdote amusante, la rue Châtelaine s'appelait autrefois la rue Pisseuse. Elle devait ce nom à un petit ru qui coulait en son centre et qui avait sa source dans un jardin non loin. Les filles d'un riverain, agacées par ce nom de pisseuse, et on peut les comprendre, se sont battues pour faire changer le nom, et ont réussi. De même, la rue de Blois s'appelait la rue Belle-Voie, puis Bellois, et enfin rue de Blois. En 1996, la municipalité réalise la construction de l'école élémentaire, à laquelle s'ajoutera quelques années plus tard une classe maternelle. Aujourd'hui, l'école Charlemagne accueille 65 enfants répartis dans 3 classes, une maternelle et 2 élémentaires. En 2013, la mairie a été réhabilitée et agrandie. Voilà, nous venons ensemble de découvrir Saint-Va-de-Laumont, un charmant petit village entre Plaine du Valois et Rive de l'Automne. Je tiens à remercier M. Bouteille, le maire de Saint-Va-de-Laumont, ainsi que M. Verdru, le premier adjoint, pour leur accueil et leur aimable coopération. Sans oublier toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous rappelle aussi que vous pouvez faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Et je vous souhaite encore une bonne et belle année à visiter les villes et villages de l'Oise. A bientôt. Au revoir Saint-Va-de-Laumont.